En un mot, la Côte d'Ivoire donne l'impression d'être gouvernée et ses dirigeants ont fixé un cap très ambitieux, celui de l'émergence en 2020. Et pourtant, on constate que le miracle ivoirien n'est pas encore une réalité pour la majorité de la population, dont 46% restent en dessous du seuil de pauvreté. Les inégalités sociales et territoriales sont immenses et semblent s'être accrues. En dehors d'Abidjan, dans les campagnes et dans certaines villes du pays, à l'image de Bouaké, la deuxième ville, la pauvreté demeure massive. Près de 40% de la population n'est pas raccordée à l'eau potable ni à l'électricité. La Côte d'Ivoire connaît des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde. Globalement, de nombreux Ivoiriens ont le sentiment que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas. Ils voient l'image qu'il aurait donnée de leur pays dans la presse internationale et ils protestent. Vous faites des routes, vous faites des ponts, mais les Ivoiriens ne mangent pas de béton. Nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous prenons l'engagement solennel de se ranger et de se mettre aux ordres de la République. Et la déclaration que vous venez de faire est une déclaration sage, pleine de sagesse. Est arrivé. Pourquoi certains chefs d'État devraient être devant la Cour pénale internationale pour ce qu'ils ont fait, des crimes de sang, des crimes de guerre, et que Laurent Gbagbo ne le soit pas. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Oh, vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans l'ouest du pays, à Douékoué. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces hommes-là. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions ce qui s'est passé. Nous avons diligenté le procureur de cette région, qui est allé faire des investigations. J'ai demandé à la Commission des droits de l'homme de faire également une enquête. Et donc, à l'issue de ces enquêtes, tous ceux qui auront des choses à se reprocher, à qui on reprocherait des crimes, seront jugés. Et tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Il n'y aura pas d'exception. J'ai dit tout à l'heure, je suis contre l'impunité. Ceci veut dire l'impunité contre tous ceux qui commettent des crimes. Pas d'impunité également pour ceux qui ont tué Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est le chef, on le rappelle pour nos téléspectateurs, du commando invisible, qui vous a soutenu lors de la bataille d'Abidjan, qui a été tué par vos hommes. Il n'y aura pas non plus d'impunité pour les commanditaires? Vous allez trop vite là. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Les circonstances de la mort doivent être bien clarifiées. C'est une bataille qui a conduit à sa mort. Et nous verrons comment les choses se sont passées. Il y aura une enquête approfondie et en fonction des résultats de l'enquête, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais n'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit fait prisonnier comme Laurent Gbagbo? Bien sûr, écoutez, si j'ai demandé que Laurent Gbagbo soit fait prisonnier, j'ai demandé la même chose. C'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici qu'on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers.
Et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Allez-y là-bas. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. D'où est venu le nom Condron que tout le monde sait aujourd'hui. Voilà la prison. Voilà la prison civile. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les mettait ici, on les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Mes chers collègues, s'il est bien normal que les organisations panafricaines et régionales soient en première ligne au Gabon, il n'empêche que l'Union européenne ne peut en rester là où elle en est. Et nous sommes capables de dire la taille des mailles d'un filet de pêche et de le faire respecter en Afrique, et nous ne serions pas capables de dire ce qu'est une élection honnête. Et à la fin, dans un souci d'apaisement, nous mettrions sur le même plan les tricheurs et ceux qui font l'objet de ces tricheries et qui en sont victimes. De la même manière, nous mettrions tout le monde sur le même plan en appelant à la paix, alors que les violences sont le fait exclusif du gouvernement en place contre les partisans de M. Jean-Ping, et c'est cela qu'il faut exiger que cessent immédiatement ces violences-là en les nommant. Ce que je veux dire, c'est que le nouveau décompte des bulletins ne peut pas être simplement renvoyé à la Cour constitutionnelle dont il est d'ores et déjà prouvé qu'elle est de parti pris et malveillante. Il faut que ce soit une organisation internationale et l'Union européenne a le pouvoir de demander que ce soit l'ONU, soit l'OUA qui s'en assure. Mes chers collègues, M. Gbagbo a été uniquement envoyé au TPI alors qu'il demandait un recomptage et on laisserait M. Bongo nous le refuser en usant de violence sans rien dire. Mieux vaudrait que M. Gbagbo soit libéré et M. Bongo jugulé. Le samedi 9 avril, vous êtes reclus à l'hôtel du Golfe. Oui. Des mortiers tombent sur votre hôtel. Tout à fait. Le lendemain, dimanche 10 avril, il est 9 h du matin, vous appelez Nicolas Sarkozy. Oui. Vous lui demandez il faut faire quelque chose. Est-ce que dans ces cas-là, l'amitié, ça compte? Ça fait 15 ans que vous vous connaissez. Non, j'ai appelé Nicolas Sarkozy, mais j'ai appelé également Ban Ki-moon. Une résolution a été adoptée, 1975, qui interdit l'utilisation des armes lourdes, et Gbagbo utilise des armes lourdes contre nous. Il faut être logique. La communauté internationale devait assumer. Et le Ban Ki-moon n'a pas pris cette décision sans avoir consulté les membres du Conseil de sécurité qui ont donné leur accord à l'unanimité. La France a tout simplement agi dans le cadre de son mandat. Et s'il ne l'avait pas fait, elle aurait été en faute. Ce samedi, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait maintenir une base militaire française à Port-Bouët, donc à Abidjan. Oui. C'est une surprise. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé ça? Oui, le président Bédié et moi avions saisi déjà les autorités françaises en son temps pour que la base soit maintenue. Sous prétexte de choses que je ne qualifierais pas, mon prédécesseur avait demandé le départ de la base du 43e Bima. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un lieu très important en Afrique de l'Ouest. Nous sommes tout de même au centre de l'Union économique et monétaire. Nous sommes la deuxième puissance au sein de la CEDEAO. Nous avons une coopération très étroite avec des pays comme le Burkina, le Mali, où il y a des menaces de terrorisme. Donc, nous pouvons dire que l'influence collective avec nos partenaires va jusqu'aux frontières de l'Algérie et d'autres pays où le terrorisme, quand même, est une menace. Alors, pourquoi retirer la base militaire de la Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est un instrument important de lutter contre le terrorisme. Il faut que cette base soit renforcée. Il faut que toute cette sous-région soit en paix et soit protégée parce que nous n'avons pas les moyens de renseignement ou de suivi pour régler ces problèmes terroristes. Mais vous ne craignez pas qu'on parle de France-Afrique? Non, c'est plutôt l'Afrique qui demande cela. Et l'Afrique fait partie du monde. Pourquoi voulez-vous chaque fois singulariser l'Afrique? Les États-Unis ont des bases dans d'autres pays. En quoi cela gêne?
il y a des bases au Moyen-Orient, cela ne gêne pas. Quand il s'agit de protéger l'Afrique, on en fait un complexe. Nous n'avons pas de complexe. Nous voulons travailler à protéger les Ivoiriens, à protéger les Africains, à développer les relations entre l'Afrique et tous les pays. Et nous n'avons que l'objectif de l'intérêt de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, des Africains et des Ivoiriens. Lors de votre... La poignée de main est amicale, mais rien n'a filtré de l'accord conclu hier entre l'armée ivoirienne et l'ex-rébellion, si ce n'est une satisfaction réciproque. Au cœur des négociations, le sort de 500 officiers et sous-officiers qui ont déserté l'armée régulière pour rejoindre la rébellion. Et surtout une question, qu'adviendra-t-il des grades qu'ils ont acquis au sein du mouvement rebelle? Un point essentiel pour les forces nouvelles. Les deux partis sont parvenus à un consensus. C'est maintenant au président et au Premier ministre de trancher. Que les militaires FAFEN et FDS Côte d'Ivoire s'accordent déjà sur les grades, c'est un grand pas. C'est un pas de géant. Je crois que la guerre est finie. Pour que nous puissions aller aux élections, il faut absolument que chaque militaire sache quel grade il porte et à quel emploi il va être utilisé. Une question épineuse donc, en passe d'être résolue à 3 mois de l'élection présidentielle. Reste la mise en place de brigades mixtes pour sécuriser le scrutin. Leur déploiement a commencé cette semaine à Bouaké. Elles doivent intégrer 4000 ex-combattants rebelles, mais leur rassemblement en caserne a pris du retard. La semaine prochaine, de nouvelles négociations vont s'ouvrir. Elles concernent cette fois les grades des civils enrôlés dans la rébellion et qui intégreront eux aussi la nouvelle armée ivoirienne.